Hello Eva, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de juillet 2022. Alors pour le mois de juillet, j'ai entre une quinzaine et une vingtaine de bouquins à vous présenter, entre ceux que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, ou effectivement ceux que j'ai terminés qui viennent du mois d'avant. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Il y a eu de chouettes découvertes, mais vraiment ça a été un mois assez rocambolesque niveau lecture. Commençons tout d'abord par le livre que j'avais laissé effectivement à cheval entre deux mois, entre le mois de juin et le mois de juillet. Il y avait l'évangile tel qu'il m'a été révélé, le tome 3 de Maria Valtorta, que j'ai tout juste commencé fin juin et que je n'ai quasiment pas écouté au mois de juillet, tout simplement parce que j'ai écouté en fait des podcasts, donc voilà, j'avoue, je n'ai pas trop écouté et je m'y reprends un peu plus au mois d'août. J'ai aussi fini d'écouter du coup le tome 5 des enquêtes d'Anna Swanson, donc Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Flock, lu par Flora Brunier. Et c'est encore effectivement un tome 5 que j'ai beaucoup apprécié. Comme j'avais discuté avec une Instagrammeuse, c'est vrai que l'histoire d'amour, on est toujours dans cette espèce de triangle amoureux qui n'avance pas vraiment, mais c'est assez drôle effectivement de voir que il y a d'autres choses qui se mettent en marche. Et puis effectivement le côté policier est toujours aussi intéressant. On a une Anna Swanson qui se met dans des situations assez périlleuses, un peu malgré elle. Donc voilà, je dirais que c'est assez frais, c'est assez sympa, c'est vraiment du cozy mystery. Et j'aime bien l'ambiance qui se dégage, vraiment cette ambiance je dirais pas de quartier, mais c'est vrai de village en fait, où tout le monde se connaît. Et pourtant, on arrive quand même à trouver des meurtriers à tous les coins de rue, ou presque. Parce que je crois qu'il y a un certain nombre de tomes et je me demande comment tout ça va continuer parce que il n'y a pas tant d'habitants que ça dans ce village. Donc voilà, mais c'est plutôt intéressant et puis la narration est vraiment chouette aussi. Donc voilà, j'apprécie. Une autre lecture que j'avais commencé effectivement au mois de juin et que j'ai terminée au mois de juillet, il s'agit du Souffle des Dieux, tome 2, Le Chant des Djinns de Vincent Portugal en auto-édition. J'ai apprécié ce tome 2, mais j'ai apprécié ce tome 2 pour le développement de l'intrigue, parce que j'ai eu du mal en fait avec l'héroïne principale. Au départ je m'étais dit chouette, effectivement, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre qu'on avait changé de héros. Dans le tome 1 en fait on a le prince Angelo, et dans le tome 2 on a la princesse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais on a effectivement la princesse qui est déjà mentionnée, la princesse aveugle du tome 1. Et j'avoue que j'ai moins accroché en fait avec elle. Donc la narration, j'ai eu un petit peu plus de mal, donc j'ai un peu moins apprécié ce tome 2, mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'univers et le côté magique, enfin la manière dont c'est inclus dans l'intrigue, tout le côté politique, tout le côté... Enfin, il y a vraiment en fait quelque chose qui se déploie et vraiment je suis toujours admirative de ce que fait Vincent Portugal. C'est de la très grande qualité au niveau effectivement de la plume aussi, qui est très chouette, qui est très travaillée. Enfin il n'y a pas de verbe faible, il n'y a pas de... On sent vraiment que toutes les phrases ont été pensées pour que ça soit riche en fait, sans que ça soit lourd. Et ça c'est juste hyper admiratif de ça. Donc vraiment je vous le conseille parce que c'est accessible, mais c'est quand même hyper bien travaillé. Et encore une fois, le tome 5 sort cette année, c'est le dernier tome. Voilà quoi. Le mois dernier, je vous avais aussi laissé avec ma relecture de Histoire d'une âme de Sainte-Thérèse de Lisieux, donc c'est la réédition avec les éditions d'Emmanuel, que j'ai fini, que j'ai encore une fois beaucoup apprécié. Il y a des passages qui m'ont touchée. J'ai surligné quelques passages que je n'avais pas du tout fait dans la première édition que j'avais lue, pour vraiment me laisser un peu plus pénétrer par les paroles de cette sainte. Et ensuite, pendant tout le mois de juillet, en fait, j'ai lu les autres ouvrages de cette collection, puisque du coup il y en a 4, je ne sais pas si vous aviez vu le book haul, mais en fait effectivement on a les dernières paroles, les lettres, et les poésies et prières. Alors j'ai enchaîné après le manuscrit, après les manuscrits de la vie en fait de Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est vraiment, on le voit souvent effectivement, elle a un talent de narration qui est assez fou, et l'amour qui pulsait en elle pour Dieu, il est incroyable en fait. Mais moi, mon coup de cœur en fait, ça a été les dernières paroles, vraiment, parce que je trouve qu'une fois qu'on a lu en fait effectivement le manuscrit de la vie de Sainte-Thérèse, cette autobiographie en fait où elle voit l'action de Dieu partout, qui est incroyable, suivre ces dernières paroles, voir vraiment comment elle parlait, les expressions qu'elle avait, de la découvrir vraiment en tant que, je dirais pas en tant qu'humaine, mais il y a une barrière en fait avec l'écrit, alors que là ce sont des paroles qu'elle a dites alors qu'elle était dans la nuit de la foi, qu'elle souffrait. Et ce sont des paroles rapportées souvent par ses sœurs, et ça m'a extrêmement touchée, ça m'a extrêmement édifiée aussi. Et ça m'a vraiment touchée d'un point que je n'imaginais pas. J'ai découvert tout bêtement que Sainte Thérèse avait peur des araignées. Du coup ça m'a fait beaucoup sourire parce que ça me l'a rendue tout de suite beaucoup plus proche. Voilà, ce sont des petits détails qui font que, bah ouais en fait elle est comme ça. Et puis
Dans toutes les éditions, en fait, comment dire que dans ces 4 ouvrages, la grande richesse aussi, c'est d'avoir des photos qui sont intercalées et qui viennent effectivement enrichir les paroles, les lettres, les textes. Donc pour ça, moi je trouve que c'est hyper enrichissant parce qu'on peut vraiment faire des liens et découvrir la vie de Sainte Thérèse telle qu'elle a été en fait, et vraiment la considérer comme une vraie personne qui a existé et non pas comme un saint lointain sur lequel on aurait pu affabuler quelque part. Ensuite, j'ai lu les lettres. Et la seule chose que je pourrais reprocher quelque part, enfin qui m'a manqué, on va dire, c'est de ne pas avoir les réponses. Parce que, ou alors les premières lettres en fait qui ont suscité de telles réactions de la part de Thérèse. Parce qu'on a effectivement que des lettres écrites par Thérèse. Alors elles sont très belles, elles sont hyper intéressantes, surtout qu'on commence effectivement des lettres quand elle était enfant, avec des fautes d'orthographe. Et c'est très beau et ça reste très très chouette effectivement de la découvrir à l'écrit, aussi de savoir comment elle réaffirmait sa foi, comment qu'est-ce qu'elle envoyait comme vœu à ses proches, comment elle écrivait à ses 2 frères spirituels. Tout ça c'est une grande richesse, mais j'avoue que j'aurais aimé aussi avoir, en fait, j'aime avoir une correspondance, d'avoir les 2 destinataires des lettres. Voilà, c'est juste, je trouve ça un petit peu dommage, mais ça m'a quand même vachement enrichi et encore une fois m'a permis vraiment de vivre en fait quasiment pendant 1 mois avec Thérèse. Et ça c'est un grand grand cadeau. Et je peux que vous le conseiller de vivre cette expérience aussi parce que c'est magique. C'est pas magique, c'est divin. Il y a aussi effectivement Poésie et prière, où effectivement on retrouve des... Je ne sais pas vous si vous connaissez les chansons reprises par Natacha Saint-Pierre et d'autres artistes, mais moi j'ai effectivement beaucoup écouté ces chansons-là, donc j'ai retrouvé des textes. J'ai découvert que ce n'étaient pas des textes en entier d'ailleurs, par rapport là où on a l'intégralité du poème, qui parfois fait plusieurs pages. Et ça a été très doux aussi de découvrir que voilà, Sainte Thérèse a écrit des textes incroyables, et elle a écrit aussi des textes très simples, qui n'ont pas une grande valeur poétique, mais où voilà, en fait elle se laissait un peu porter aussi par ce qui était en elle, et puis c'est pas toujours transcendant, mais c'est beau, et ça parle effectivement toujours de l'amour qu'elle a pour le Seigneur, et c'est chouette, je trouve ça... Et puis enfin, par contre ses prières sont très très belles, et je pense que j'y reviendrai, parce qu'elles ont une profondeur et quelque chose qui résonne en moi, qui me touche. Donc voilà, je peux que vous conseiller ces 4 ouvrages, parce qu'ils se complètent les uns les autres, et que voilà, enfin moi j'ai un gros coup de cœur pour Dernière Parole, le vert là, mais tous en fait apportent quelque chose et ils nous aident en fait à vraiment prier avec Sainte Thérèse, à nous laisser imprégner effectivement de ce qu'elle a vécu. Donc génial, juste génial. À côté de ça, je n'ai pas lu effectivement que des ouvrages spirituels. J'ai lu aussi Garder le contrôle de Ninon Hammet, qui est le tome 1, je l'ai appris plus tard, des Liens du cœur. J'ai emprunté d'ailleurs le tome 2 et je vous l'ai présenté dans un book haul. Donc effectivement, en fait, on fait la connaissance de 2 héros au lycée. Je ne me souviens plus du nom des héros. C'est ballot. Mais en fait, voilà, on a une héroïne qui est hyper concentrée pour devenir médecin. Elle doit avoir les meilleures notes au lycée pour intégrer la bonne université. Voilà. Elle se met une pression d'enfer. Et en fait, elle va rencontrer effectivement, enfin dans sa classe va surgir un espèce de bad boy, voilà, qui va l'utiliser. Il se rend compte en fait que comme elle est rédactrice en chef du journal, voilà, elle met son nez un petit peu où il faut pas, parce que voilà, par un concours de circonstances, ils vont se retrouver liés, et pour la surveiller, en fait, il va effectivement faire semblant de sortir avec elle. Sauf que bien évidemment, ils vont se découvrir et va naître voilà, une jolie histoire et révéler les fractures de l'un et de l'autre. Parce que lui n'est peut-être pas celui qu'on croit, elle n'est pas forcément cette élève studieuse qu'on voudrait bien imaginer, et ça donne une très jolie histoire d'amour qu'encore une fois j'ai dévorée, que j'ai beaucoup beaucoup appréciée. Je m'attendais pas à cette fin, je m'attendais pas à autant de radicalité en fait. Je suis un peu bisounours des fois, mais je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié les choix qui ont été faits, et c'est une histoire qui est à la fois très triste sur la fin, mais extrêmement touchante et belle. On part sur une note positive, mais effectivement, voilà, comme je dis, l'auteur, elle est allée, elle a fait des choix, et voilà, ça déchire un peu le cœur, mais c'est beau, et vraiment, c'est extrêmement touchant. Donc voilà, je suis toujours hyper épatée par ce que fait Ninon Hammet, et j'espère bien que le 2e tome des Liens du cœur, je ne sais plus comment il s'appelle, j'espère que je vais l'apprécier, parce que vraiment j'aime beaucoup ce que fait cet auteur, et je peux que vous conseiller tous ses bouquins. En juillet, j'ai aussi écouté Emma de Jane Austen, lu par Clémence Poésy. Alors au départ j'ai eu du mal, je dois l'avouer. C'est un livre que j'ai déjà lu, d'ailleurs si je ne me trompe pas il est quelque part là-bas. Je l'ai déjà lu effectivement en format poche, au format écrit, et j'ai apprécié de le redécouvrir en version audio, mais j'ai eu du mal avec la narration de Clémence Poésy au départ, parce que je trouvais que c'était
un accent peut-être un petit peu trop sophistiqué. Je trouvais que c'était trop lent, trop... je sais pas, j'avais... La narration d'être avec les romans d'Anna Swensen, enfin les enquêtes d'Anna Swensen avant d'être un peu trop dynamique. Et je suis passée à quelque chose effectivement de beaucoup plus calme. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, j'ai été épatée par le talent de... comment dire, d'interprétation de Clémence Poésy. Elle nous mime une petite vieille qui parle super vite et qui fait que parler. Elle le fait avec un tel accent et voilà, enfin, elle a réussi à donner un vrai accent à chacun des personnages qui parlent et ça pour moi ça a été vraiment, quand j'ai commencé à l'entendre parler j'ai fait waouh, ça par contre c'était vraiment chouette. Du coup j'ai vraiment été immergée et j'ai fini par m'habituer à cette narration plus lente qui correspondait au final très bien à l'ambiance de ce roman de Jane Austen. Effectivement, si vous ne connaissez pas, Emma c'est une jeune femme qui voilà, vit avec son père. Elle a décidé qu'elle ne se marierait pas parce qu'elle ne veut pas déranger son père, qu'elle tient à lui plus que tout. Mais elle commence à jouer les marieuses autour d'elle et effectivement ça ne va pas toujours très bien se passer. Donc voilà, elle va apprendre de ses erreurs et ça va donner une très chouette histoire, assez longue mais effectivement on prend vraiment son temps et ça a été très très chouette à réécouter et de me laisser porter vraiment dans ce retour en arrière quelque part. Et voilà. En juillet, j'ai aussi lu Corps fragile, cœur vivant, donc c'est un témoignage de Cécile Gandon aux éditions Emmanuel. J'avais été intriguée par ce livre parce qu'effectivement Cécile Gandon est une jeune femme qui souffre d'un handicap physique et voilà c'était son témoignage et je me suis dit qu'est-ce qu'elle peut nous apporter et j'ai été vraiment très touchée en fait par tout ce qu'elle a présenté avec une remarquable simplicité mais avec un style de narration que j'ai trouvé très, je dirais pas élevé, mais il y a un vrai style de narration qui est très doux, qui est très, pas précieux mais qui nous touche et qui est... les images, je trouve, qui sont présentées dedans sont très jolies. Vraiment, le style de narration pour moi était très 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 beau, très très doux. Il n'est pas très long et je me suis laissée porter assez rapidement. J'ai dû le lire sur 2-3 jours. Et vraiment, je trouve que c'est un livre qui m'a élevée et sur lequel je reviendrai certainement. Je refeuilleterai les pages et qui nous parle en fait d'aspects de la réalité qui sont... Enfin, d'aspects très concrets en fait de ce qu'elle vit et qui peuvent tout à fait nous rejoindre, qu'on soit handicapé ou non. Vraiment, c'est un ouvrage que je peux que vous recommander parce qu'il a une vraie sensibilité qui peut nous rejoindre de façon assez universelle en fait. Et c'est ça qui m'a surprise en fait, de me sentir à ce point proche de cette femme qui aime créer des ponts avec les autres. Et là, clairement, son petit bouquin est fait pour ça et c'est excellemment réussi. Donc je peux que vous le conseiller parce qu'il fait du bien à l'âme, tout simplement. En juillet, j'ai aussi lu Notre échappée belle de Alex Keane, que j'ai moins apprécié que son autre série, Mon prince charmant, enfin Mon prince ne viendra pas, tant pis je ferai sans. Tout simplement parce que c'est un personnage avec lequel, enfin deux héros avec lesquels je me suis un peu moins identifiée, mais j'ai quand même énormément apprécié la manière dont la psychologie était présentée, était développée en fait dans cet ouvrage. Donc je crois vraiment que c'est un point fort de cet auteur et je lirai effectivement la suite avec plaisir, mais j'ai juste un petit peu moins effectivement croché avec ces deux personnages. On rencontre, je crois que c'est Lila, et ça y est, je ne sais plus comment il s'appelle lui. Quand je vais le relire, je vais dire bien sûr Noah, Lila et Noah. On a en fait Lila et Noah qui, elle, effectivement, rencontre Noah dans une soirée chez son frère à laquelle elle n'était pas invitée, mais comme son frère avait besoin qu'elle lui ramène quelque chose, voilà. Elle va rencontrer Noah. Noah doit partir dans quelques jours pour une nouvelle vie en Californie. Ils décident de ne pas se prendre la tête et de vivre les quelques jours qu'il leur reste, effectivement, pour vivre une échappée belle, une échappée romantique, voilà, mais sans attache. Ça va pas se passer comme prévu, enfin, ils vont forcément s'attacher. Ils vont se dévoiler des choses. Et cette histoire est très très jolie pour ça. Mais j'avoue que ça va beaucoup trop vite pour moi. Moi qui suis une adepte des choses slow burn, qui aime bien que les personnages prennent leur temps. Bah pour moi, effectivement, ça l'a moins fait. Mais j'ai beaucoup aimé découvrir la manière dont les sentiments se développaient entre eux, la manière dont ils apprenaient à se faire confiance. Donc pour moi, c'est un succès, même si effectivement, de ce point de vue-là, j'ai moins apprécié parce que pour moi ça va trop vite. C'est pas une histoire dans laquelle je peux me retrouver, ça me paraît totalement invraisemblable. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait le charme de l'histoire, c'est que c'est invraisemblable, mais on a envie d'y croire. Et la preuve, on lit jusqu'à la fin pour savoir comment ça va se passer. Et du coup, il y a le deuxième tome qui s'appelle Pour nous sauver, et je me demande bien comment ça va pouvoir se jouer tout ça. Là par contre, je pense que j'apprécierai un peu plus, parce qu'on est installé dans l'histoire, et que c'est le... comment maintenir cette histoire d'amour, alors que voilà, on s'est laissé... consumé quelque part par cet amour qui nous est tombé dessus aussi rapidement. Je vous en parle très bientôt. Au mois de juillet, j'ai aussi lu le tome 7 des 4 aventuriers, donc Mystère au bord du Nil de Anne-Sophie Chauvet et Amandine Van Herth, aux éditions Emmanuel et collection jeunesse.
J'ai beaucoup apprécié ce tome 7 parce que déjà j'aime beaucoup l'Égypte et ça m'a permis de renouer en fait avec cet aspect enfant, adolescent que j'avais qui était fasciné par l'Égypte, par cette culture, par cette histoire. Et j'ai appris des choses dedans et du coup ça m'a encore plus donné envie d'aller en Égypte un jour. Mais j'ai beaucoup apprécié que ce livre soit à la fois une action, enfin, une enquête avec de l'aventure, avec voilà, bon, alors on a des passages vraiment qui sont... C'est vraiment, on cherche un tueur, des méchants, des vrais méchants. Et en même temps, effectivement, on prend le temps avec les personnages de découvrir cette culture, cette histoire et d'apprendre des choses. Et ça, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans un bouquin, c'est d'avoir des vrais éléments qui sont indiqués dans une histoire fictive. Et ben, encore une fois, j'apprécie beaucoup d'avoir les 4 aventuriers, de les découvrir, de vivre ces histoires vraiment allaitantes avec eux. Ça se lit assez rapidement, mais c'est prenant même pour un adulte, je trouve, et pour un enfant, ça doit faire carrément rêver. Donc je peux que vous le conseiller. Je pense que je l'offrirai à des cousins, voilà, à des enfants plus jeunes pour qu'ils découvrent et puis qu'ils puissent voyager à leur tour aussi parce que c'est vraiment très chouette. En juillet, j'ai aussi lu le volume 16 de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto. Alors j'ai bien aimé ce tome 16, je les aime tous, hein. Je vais pas vous mentir, j'aime vraiment tous les tomes, mais là effectivement on a vraiment une tonalité qui est de plus en plus romantique, de plus en plus sur les sentiments amoureux. Donc je suis là, ouh, c'est trop mignon, c'est drôle. Ça me rappelle effectivement ma période adolescente où chaque truc était porté à interprétation. Et là c'est très drôle parce que c'est le garçon qui surinterprète et elle qui joue avec ses sentiments. Donc, enfin, elle joue pas avec ses sentiments, mais elle joue avec ce double dialogue. Elle essaye de lui montrer de plus en plus, mais lui il surinterprète tellement qu'il ne voit pas les signes. Donc voilà, ça reste très drôle, ça se lit assez rapidement et c'est chou, c'est très chou et ça fait du bien à lire quoi. Ça détend et puis on se demande vraiment comment ça va se passer, puis je trouve qu'on voit pas les tomes passer. Ça continue de se renouveler, on ne s'ennuie pas malgré que ça soit le tome 16 et puis voilà, puis j'irai jusqu'au bout de la série et je serai très contente, même quand elle se terminera. Autre roman jeunesse que j'ai lu au mois de juillet, j'ai lu le tome 2 de Orphan, je crois que ça se dit Orphan, j'ai appris que ça se dit... Moi je dis Orphan, mais apparemment c'est Orphan. Faudra me corriger si jamais je dis faux. Donc L'heure des ténèbres de Gaël Tertrais, aussi chez Emmanuel Jeunesse. J'étais très contente de lire ce tome 2 et j'ai été hyper émerveillée des messages qui sont postés dedans et du côté adulte déjà en fait de tout ce qui se passe dans cette suite. Cet appel à l'espoir, cet appel à vraiment à garder la foi qui était, enfin pour moi c'était hyper concret en plus parce que c'est présenté avec des personnages qui luttent pour appliquer les vertus qui sont présentées déjà dans le tome 1 et vraiment ça a été hyper prenant, enfin en plus ce côté combat, fantasy, vraiment de mener une armée, là on est vraiment dans le concret de la fantasy et j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je peux vraiment que vous conseiller, c'est vraiment une vraie épopée chevaleresque avec les valeurs de la chevalerie, avec des valeurs chrétiennes, et puis enfin même pas que seulement chrétiennes, mais les chrétiens je pense pourront y retrouver des messages d'autant plus forts et d'autres pourront trouver des beaux messages d'humanité quelque part, même si voilà on parle de foi aussi, donc c'est juste incroyable et je ne peux vraiment que vous le conseiller. Ça a été mon petit coup de cœur je crois du mois de juillet, cette série, enfin ce deuxième tome qui était bien au-delà des espérances que j'avais déjà pour cette suite. Vraiment, à lire de toute urgence. Et pour terminer le mois, j'ai lu 4 romans. 4 J'ai lu 4 romans en numérique, dont une trilogie, et au milieu de cette trilogie j'ai voulu faire une petite pause et c'est du coup par ce bouquin que je vais commencer, comme ça je pourrai vous parler de la trilogie dans son entièreté ensuite. J'ai donc lu The Wedding Girl de Tamara Valiana, donc le tome 1. C'est le premier livre je crois qu'elle a écrit et publié, un livre qui est très court, qui fait entre 100 et 154 pages, quelque chose comme ça, donc je l'ai lu en une soirée et j'ai été prise dedans. Enfin, on a une jeune femme qui effectivement d'un seul coup voit redébarquer son amour de jeunesse, enfin, le meilleur ami de son frère, donc elle a toujours été en crush dessus. Et en fait, elle va devoir organiser son mariage. Oui. Et tout part de là, et effectivement, c'est une histoire qui m'a beaucoup... Enfin, on le sait comment ça va finir, on le sait. On sait comment ça peut se passer, mais ça fait du bien, vous savez, c'est genre de roman un peu fleur bleue où voilà, tout n'est pas joué d'avance, mais on sait quand même comment ça va se terminer. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié et ça a été assez chouette de découvrir du coup le premier livre que Tamara Valiana avait écrit, puisque je l'ai découvert beaucoup plus tard
Et voilà, enfin bref, c'était une plongée dans ses débuts qui était vraiment chouette. Et ça m'étonne pas du coup que le bouquin ait bien marché, enfin ait marché à ce point. Parce qu'il est vraiment sympa en fait. C'est léger, c'est frais. Mais voilà, bon, j'ai parfois eu du mal avec les remarques de l'héroïne parce que j'essaie de penser du bien des autres en fait. Et j'apprécie moyen quand les gens font des remarques, voilà, en mode ce connard là, voilà. Ça c'est ma sensibilité perso. Mais au-delà de ça, sinon, on a une héroïne qui est, je dirais pas normale, mais on peut très facilement s'identifier à elle. Et puis, vraiment, encore une fois, la petite histoire bleue, voilà, j'ai voulu faire ma fleur bleue avec, donc voilà, c'était vraiment très chouette. Ensuite, j'ai lu la trilogie Gardienne des Sceaux de Plume d'Elsa. Si vous avez suivi le book haul, vous savez peut-être qu'effectivement, en fait, Plume d'Elsa m'a contacté sur Messenger pour savoir si j'étais d'accord de faire un échange d'avis sur nos romans sur Amazon, afin qu'on ait un petit peu plus de visibilité. Je ne sais pas si ça marchera, mais moi en tout cas, j'ai gagné une amie littéraire. J'ai découvert en fait une auteure hyper sympa qui est tout à fait prête à l'échange et qui accepte tout à fait qu'on lui dise ce qui ne va pas dans ses bouquins, et ça vaut dans les deux sens, hein, parce qu'on a des points de vue totalement différents. Elle est béninoise, c'est une culture que je ne connais pas, la culture africaine, la culture du Bénin. C'est effectivement, je ne connais pas, donc j'ai été ravie de découvrir de nouvelles perspectives dans cette trilogie, sur laquelle je ne me serais pas arrêtée en temps normal parce que ça ne fait pas du tout partie de mes recommandations. Donc voilà, heureusement qu'elle est venue à moi parce que du coup j'ai pu faire la découverte d'une histoire assez intéressante. Une histoire, ceci dit, rocambolesque au possible. On a des éléments, enfin même moi qui pourtant a une imagination, des fois on me dit, voilà, enfin, comment t'as pu imaginer ça pour tes bouquins? J'ai trouvé mon maître, je dois le dire. Parce que là, on est effectivement dans une... Gardienne des Sceaux, ce sont 4 sœurs qui sont nées pour protéger le monde de Carpe Diem, d'un méchant qui s'appelle Royd. Elles ont été dispatchées sur Terre pour empêcher que Royd effectivement les supprime. Et chaque tome en fait est réservé à une gardienne. Sachant qu'il y a sur les quadruplés, il y en a une qui est décédée, donc on a 3 sœurs, Isis, Michaela, je crois que c'est... moi je dis Michaela, mais c'est Michaela, et Arié. Chacune a une espèce de variation en fait par rapport au mâle, si vous voulez. Isis est un petit peu entre les deux, Michaela est très pure, et puis Arié a vraiment sombré dans le mal. Chaque tome du coup a une, je dirais pas une saveur, mais une tonalité différente. Isis a son parcours, enfin c'est par elle que tout commence, et en fait on a l'impression vraiment qu'on a une explosion d'informations dès le début. C'est un peu brouillon, ça se ressent dans la narration, mais les tomes 2 et 3 sont sont beaucoup plus travaillés. On sent que l'auteur elle maîtrise beaucoup mieux sa narration, son intrigue, et voilà. Hormis les scènes d'action qui sont effectivement très rapides parce qu'elle a un peu du mal avec ça, on en a aussi discuté, c'est une histoire qui est qui est assez atypique et qui essaie de faire véhiculer des messages. Le premier tome, enfin, je vais vous le dire tout de suite, moi j'ai pas du tout apprécié les scènes osées, parce que voilà, moi vous le savez très bien, je ne supporte pas ça, mais ça ne fait pas... Enfin, dans le tome 1, pour moi, il y avait beaucoup d'histoires de coucherie, et je lui ai dit, mais elle m'a dit en fait, il y a un message derrière ça. Tu as tiré ton message, je ne veux pas du coup vous le transmettre parce que si vous lisez, vous vous ferez vous-même cette idée. Mais du coup, ça m'a permis de voir autrement ce bouquin que j'avais moyennement apprécié et de me dire, il y a un intérêt derrière tout ça, et ça c'est chouette. Bon, après je ne supporte toujours pas les scènes osées, je trouve quand même qu'il y en a trop dans toute cette histoire, mais je trouve que dans chaque tome en fait on peut tirer quelque chose, surtout dans le tome 2 qui m'a beaucoup parlé pour ça, parce qu'on a vraiment des histoires d'amour un peu improbables et où chacun effectivement va essayer de les couples vont essayer de se maintenir, voilà, il y a des moments un peu chocs où je conseil moyen, mais il y a eu des phrases effectivement que certains personnages ont eues qui ont profondément résonné en moi et qui m'ont dit ouais ok, bah, je peux réfléchir sur le sens de ma vie, sur le sens de la vie en général, et ça c'est très très chouette. Donc voilà, au milieu d'un récit très rocambolesque, on a des personnages vraiment très différents. Et le tome 4 qui est vraiment pour moi, je ne dirais pas une consécration, mais quand même, on a une auteure qui a décidé de créer un personnage vraiment horrible. Le personnage d'Arié, elle est dark, enfin je veux dire, elle a versé dans le mal. Elle a vraiment versé dans le mal. Et en fait, elle va essayer de la ramener vers la lumière, mais dès le départ, en fait, elle t'explique tout ce qu'elle fait mal, tous ses méfaits, tout ça. Et en fait, je pense que ça a dû être un vrai défi de créer un personnage comme ça. Et elle s'en est très très bien sortie, parce que du coup, elle a réussi à la faire, à la créer comme ça, à en parler comme ça. On n'a pas l'impression qu'il y a un blocage, en fait, par rapport à ça. Et tout est bien pensé pour construire et finaliser, du coup, cette trilogie. De façon assez spectaculaire. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Il y a certaines choses qui vont un petit peu vite, mais au-delà de ça,
il y a vraiment de gros points positifs dans cette série. Je ne sais pas si elle plaira à tout le monde, en tout cas dans le public français, je ne sais pas, mais moi je l'ai lu et du coup j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante, surtout en la lisant, en ayant contact avec l'auteur. Et d'ailleurs, si vous voulez le faire, je vous conseille vraiment d'aller écrire à l'auteur en même temps, parce qu'elle est très disponible, et que c'est vraiment une expérience de pouvoir lire un bouquin et de pouvoir en parler, même quand on n'apprécie pas certains points, de pouvoir en parler avec l'auteur pour qu'il puisse réagir et qu'il puisse enrichir notre expérience de lecture. Ce qu'elle fait du coup aussi avec moi, même si voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes réactions l'une envers l'autre, mais c'est pour ça en tout cas ça a été une expérience très enrichissante. Et donc merci, un immense merci Plume d'Elsa, et j'espère que j'apprécierai aussi les autres bouquins que je lirai de toi, certainement le mois prochain ou le mois d'après. Voilà, c'est la fin de ce bilan lecture, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si j'ai passé du temps notamment sur la trilogie Gardienne des Sceaux de Plume d'Elsa. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins qui vous intéressent dans ceux que je vous ai présentés, s'ils vous font envie ou pas du tout, si vous les connaissez. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu pendant le mois de juillet, si vous avez fait de belles découvertes. Je vous retrouve du coup début septembre puisque je poursuis un petit peu ma pause estivale. Je ne ferai pas d'autres vidéos pour le mois d'août. Je vais en profiter pour continuer à écrire et faire d'autres choses parce que le temps passe vite, même si c'est une période un peu plus ralentie. Donc voilà, je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous remercie encore une fois d'être là avec moi. À bientôt!